Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais Adams n'est pas quelqu'un qui est fait pour attendre. Il n'a pas le vernis diplomatique d'un Jefferson, ni la froide patience d'un Benjamin Franklin. Sa nature, c'est celle d'un homme de devoir. Quand il voit une évidence, lui, il fonce. Alors, il se lance dans la bataille politique, une bataille qui va durer des semaines. Il parle, il argumente, il négocie, parfois même il supplie, parfois il s'emporte aussi. Il multiplie les discours, les entretiens privés, les lettres, et c'est tout ça nous avons. Il fait pression sans honte et sans détour. Le Congrès, qui jusque-là le trouvait un peu brusque, découvre quand même une force rare. C'est un homme qui ne cherche pas la gloire, mais il cherche le résultat. Ça, c'est important. Et le résultat, Adams le veut absolument. Une résolution déclarant que les colonies sont, je cite, « sont et doivent être des États libres et indépendants ». Mais il sait que pour faire passer une idée aussi explosive, quand même, il faudra plus qu'un discours. Il lui faudra un symbole, un visage qui incarne la révolution. Quelqu'un dont la stature puisse rassurer les hésitants, émerveiller les foules et en même temps défier la couronne. Alors, dans un geste qui va rester comme l'un des plus décisifs de sa vie politique, Adams choisit un autre homme que lui pour porter ses convictions. George Washington. Washington, avec sa haute silhouette, sa posture impeccable, son uniforme également impeccable, c'est l'opposé de John Adams. Il parle peu, mais chaque mot semble peser un poids immense. Il est calme, presque froid, mais impressionnant. C'est un grand bonhomme. Il inspire la confiance, la discipline, le respect immédiat. Adams le sait, Washington peut unir les colonies. Alors, un matin de juin 1775, presque un an avant la déclaration d'indépendance, Adams prend la parole pour proposer officiellement Washington comme commandant en chef de l'armée continentale. Le silence qui suit, vous imaginez ça, est très lourd, c'est la lourdeur du silence. Certains hésitent, d'autres sont stupéfaits, ils pensaient que ce serait lui, ils pensaient que lui voudrait y aller tout seul. C'est toujours l'angoisse du chef qui prend tout seul le commandement, etc. Washington, lui, rougit. Ce géant, il est immense. Washington, timide, baisse les yeux, il est mal à l'aise, comme si Adams venait de révéler un secret qu'il n'osait se formuler à lui-même. Mais Adams le sait. Il faut un homme du Sud en plus pour rassurer les colonies du Sud. Il faut un Virginien pour contrebalancer le radicalisme des colonies du Nord. Et il faut un symbole, un mythe vivant. Washington est tout ça. Et la nomination est votée. Ce jour-là, Washington devient le chef de l'armée et Adams devient dans les faits l'une des âmes stratégiques de la Révolution. Il est l'homme qui a fait l'homme, entre guillemets. Mais il reste quand même une montagne à gravir, faire accepter l'idée même d'indépendance. Et c'est ici que va entrer en scène un jeune homme élégant, discret, presque effacé, Thomas Jefferson. Adams n'est pas un homme facile, Jefferson non plus, mais différemment. L'un est massif, tendu, l'autre longiligne et souple, c'est Jefferson. L'un parle trop, l'autre écrit pour éviter de parler. Pour rédiger le texte qui va devenir la déclaration d'indépendance, certaines plumes sont proposées. On murmure le nom de Benjamin Franklin, on suggère Adams lui-même. Mais Adams refuse. « Non, dit-il, c'est pas moi qui dois l'écrire. Ce texte doit séduire les modérés, rallier les hésitants, inspirer les sceptiques. Mon nom ne suffirait pas, il suffirait juste à les faire rejeter par certains. Jefferson doit l'écrire. Il en a le style, il en a la grâce, il en a le crédit. » Et Jefferson proteste. Il dit qu'Adams est plus âgé, plus expérimenté, plus habitué à ce genre d'écrit. Et Adams répond simplement « Vous écrivez mieux que moi ». Et dans ce geste sans éclat, sans drame, John Adams cède, encore une fois, volontairement sa place à un homme plus talentueux dans l'art de séduire l'histoire. Un geste humble, rare, presque incompréhensible pour un politicien moderne. Jefferson écrit, Franklin corrige à peine quelques phrases, Adams valide. Vous imaginez un peu, il a fait l'homme George Washington et il a fait l'homme de la déclaration. C'est quand même absolument monstrueux. Le 4 juillet 1776, le texte
est voté. Jefferson devient l'auteur de la déclaration, Franklin en devient le sage, Washington devient le soldat qui la fera vivre. Et Adams, me direz-vous. Adams devient tout simplement l'architecte souterrain, celui sans qui rien n'aurait été possible. Le jour de la signature, il sait qu'il vient de sceller le destin d'un continent. Il sait aussi qu'il vient de signer son arrêt de mort potentiel parce que Londres ne va pas pardonner la trahison. Mais il signe. Alors la main tremble un peu, mais elle signe. Et voici la lettre qu'il envoie à Abigail Adams le 3 juillet 1776, donc on est le lendemain du vote de l'indépendance. Le 2 juillet 1776 sera l'époque la plus mémorable de l'histoire de l'Amérique. Je suis porté à croire qu'elle sera célébrée par les générations futures comme une grande fête anniversaire. Elle devrait être commémorée comme le jour de la délivrance, par des actes solennels de dévotion envers Dieu Tout-Puissant. Elle devrait être célébrée avec faste et défilé, avec spectacle, jeux, réjouissances, coups de feu, cloches, feux de joie et illumination d'un bout à l'autre de ce continent, à partir de maintenant et pour toujours. Vous penserez que je me laisse emporter par l'enthousiasme, mais il n'en est rien. Je suis pleinement conscient de la peine, du sang et des trésors qui nous en coûtera pour maintenir cette déclaration, soutenir et défendre ces États. Pourtant, à travers toute cette obscurité, je vois poindre des rayons de lumière ravissante et de gloire. Je vois que la fin en vaudra largement les moyens et que la postérité triomphera de l'acte de ce jour, même si nous devrions le payer cher, ce que, je le crois en Dieu, nous n'aurons pas à faire. Incroyable de modernité, il pense déjà à continent alors qu'il n'y a que 13 colonies, vous imaginez. Et ce que personne ne sait encore, c'est que quelques années plus tard, ce même Adams, le plus américain des patriotes, va faire quelque chose d'encore plus fou, défendre l'idée que pour gagner la guerre, il faut aller en Europe. Et cette fois, le risque va être encore plus grand. L'été 1777 touche à sa fin quand John Adams reçoit une lettre du Congrès. Alors il s'attend à tout, sauf à ça. On ne lui demande pas un discours, on ne lui demande pas une stratégie, ni une réforme, non. On lui ordonne de traverser l'Atlantique. La mission, convaincre la France d'aider la jeune nation américaine, ou du moins empêcher la révolution de s'effondrer. Adams lit la lettre 2 fois pour être bien sûr, c'est quand même une mission diplomatique. Et lui, John Adams, n'a évidemment rien d'un diplomate. Il est trop direct, il est trop franc, il est trop austère, il est trop Adams en fait. Il n'a ni les manières d'un aristocrate, ni les sensibilités mondaines qu'exige Paris, sans compter en plus qu'il ne parle pas un mot de français, qu'il en a strictement rien à fiche, mais le Congrès l'a choisi parce qu'il a vu une chose que beaucoup ignorent encore. Adams est l'homme du moment. C'est le Congrès qui a vu ça. L'un des rares capables de défendre un pays qui n'existe finalement qu'en théorie, face à une puissance monarchique qui n'a aucun intérêt naturel à l'aider. Abigail est terrifiée. Le voyage est dangereux quand même encore. Les navires britanniques en plus rôdent dans l'Atlantique. Les tempêtes peuvent tout emporter, les maladies aussi. Et pourtant, elle l'encourage, comme elle l'a toujours fait. Elle lui dit que son devoir est là, que leur destin est lié à cette cause, qu'il doit y aller, et si possible revenir en vie, tranquillement. La scène est silencieuse, pas de larmes, beaucoup d'amour entre eux, et la certitude que leur couple va endurer une nouvelle épreuve. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.